Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition littérature qui sera consacrée à un comic, cette fois-ci un album BD qui vient de sortir chez Panini, qui s'intitule, en français, c'est tout simplement L'héritage de Vador. Je ne sais pas encore, comme on n'a pas le format physique encore, s'il y a le sous-titre sur le côté, Le règne de Kylo Ren, mais bref, le premier des 2 volumes de L'héritage de Vador. Ici Francis en direct de Québec et ceux qui nous écoutent sur YouTube auront reconnu John Sparrow en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Coucou, ça va super et j'espère que vous aussi, ça va bien. Ça va toi, Francis? Ça va, ça va. Écoute, on est dans les, on est à peu de temps de Noël, hein, donc je sais que tu as un enfant toi aussi, donc c'est ça, les préparatifs d'avant Noël, même chose au travail aussi. Qu'est-ce qu'on peut fermer avant les vacances de Noël? Donc, tout va vite, mais justement, on voulait au moins faire cet épisode-là avant Noël. Donc, sur un comics qui divise un peu, je crois. Mais c'est ça, j'ai très hâte d'avoir ton avis aujourd'hui parce que c'est ça. Je crois que certaines personnes vont beaucoup aimer, puis d'autres beaucoup moins. J'ai hâte de voir où, tu sais, c'est ça, ça va être assez clivant. Bref, avant de justement l'attaquer, la critique de cet album-là, on va rappeler nos amis de chez Star Wars Littérature Québec. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à rejoindre le groupe, à venir discuter de littérature en tout genre, évidemment dans Star Wars, là, mais de tout format, tout médium. Et aller écouter aussi, par exemple, leurs entrevues, dont la mienne et celle de Jean sur leur page YouTube. Quand je disais le groupe, là, c'est principalement Facebook, je crois, Instagram aussi, hein, si je me souviens bien. C'est ça. Facebook, Instagram, YouTube et Spotify pour le podcast. Ouais. Exact. Et un petit WhatsApp avant d'attaquer, Jean? Oui, toujours. Et voilà, en Star Wars, on n'arrête pas. Non seulement, mais on a lu et préparé l'émission Master of Evil, le roman de fin d'année qui s'apprête à être critiqué par nos soins très bientôt. Mais avant ça, ce qu'on a fait, justement, tu parlais de Star Wars Littérature Québec. J'ai dû relire quelques livres parce que j'ai eu l'honneur d'être invité par Jean-François de l'équipe de Star Wars Littérature Québec, notamment le Clock of Deception. Alors en français, c'était Vent de trahison, si je ne dis pas de bêtises, par James Luceno, qui est l'excellent préquel à l'épisode 1. Je ne sais pas si tu te rappelles, Clock of Deception, qui est... Tout à fait. Ouais. Écoute, c'est très rare que je lis du Légende, mais celui-là, je l'ai lu. Parce que c'est ça, pour mon intérêt personnel pour la période et le thème, tout ça, c'est un roman très politique. Hein. Donc, très politique, ouais. Très politique, focus sur Palpatine et Valorum notamment, avec une petite aventure de Qui-Gon à côté, et qui est le roman à lire hein, qui permet d'encore plus apprécier l'épisode 1, si tu apprécies déjà la base. Moi, c'est un épisode que j'adore, et donc ce bouquin vraiment sublime, le film, qui t'apporte énormément de background, qui se passe juste avant les événements du film, donc c'est très très cool. Tu te lis ça, tu regardes l'épisode 1, c'est nickel. Et James Luceno, donc voilà, on ne le représente pas, c'est un super auteur. Et pour Star Wars Littérature Québec, on a relu aussi Into the Dark, donc La Haute République de Claude Legret, en pleine ténèbres. Non, attends, Into the Dark. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. En pleine ténèbres. Donc c'était drôle de se relire ça à 4 ans et demi après la première lecture. À l'époque, on n'était pas encore chez vous. Je crois pas que. Non, je crois que tu avais fait la critique avec Seb et JF, si je ne dis pas de bêtises, de Into the Dark. Ouais. Parce que j'ai dû réécouter le podcast pour avoir vos avis. Là, ça fait 4 ans au moins. 4 ans, 5 ans. Ouais, presque 5 ans, exactement. Et très très cool, hein, toujours le Into the Dark, moi j'aime beaucoup, et on a beaucoup à avoir aimé ce bouquin-là. Et on a aussi relu, toujours pour Star Wars Littérature Québec, les tomes des séries La Haute République, Les Aventures, donc de Cavan Scott et de Daniel Roseholder. Voilà. Les premiers tomes, donc tout ouais. Bien sûr que Cavan Scott, c'est à part, là, précisons. Hein. C'est pas la série principale. Non, c'était ça, hein, c'était La Haute République, La Haute République, c'est ça, tout court. Ok, adulte. Et Anindito, voilà, la série adulte et la série jeunesse. Donc voilà, c'est pareil, revenir là-dessus des années après, ça fait toujours plaisir, et puis ça permet d'avoir une autre vision du truc et de voir si ton avis a évolué ou pas. Et franchement, non, ça reste toujours très bon. Le début de Haute République, en tout cas, on dira rien sur la suite. Hein, écoutez tous nos épisodes de Haute République pour ça, mais en tout cas, les premiers albums et romans étaient très très bons. Quoi. Voilà. Oui, effectivement, ça a parti en force. Ça, il n'y a pas à dire, là, on ne peut pas les enlever.
Voilà. Excellent. Écoute, moi, de mon côté, on va se contenter de montrer la réception du deuxième volume des Guerres de Lucas qui est arrivé, qui a été plus long que prévu. Hein, même au Québec, les librairies l'ont eu une semaine plus tard que ce qui était déjà prévu. Puis évidemment, ce n'était pas en temps réel avec la France. Mais enfin, on l'a. Bien hâte de l'attaquer. Là, je suis sur... je dois commencer par finir. Juste avant, je me suis procuré le tout dernier Astérix aussi, là, en Lusitanie. Donc, Astérix au Portugal, si on peut dire. Oui, j'ai fini. Astérix. Ouais. Après, on va attaquer le deuxième Guerre de Lucas. Mais je me souviens que le premier, je l'avais lu en une soirée, d'une traite, comme on dit ici. Donc, d'un seul trait, d'un seul coup. Fait que bien hâte de voir. Fait qu'essentiellement, côté What's Up Star Wars, c'est pas mal ça. Moi aussi, c'est ça, on a fini Master of Evil, donc bien hâte de discuter de ça avec toi. Et je crois qu'on va être plusieurs de l'équipe autour de la table pour cet épisode-là, à venir. Donc, Jean, qu'est-ce qu'il y avait pour les auditeurs récemment? Mais récemment, nous avions eu la joie de voir que Sylvain avait effectué donc une interview. Les épisodes d'interview, on n'en a pas des masses, ça fait toujours plaisir quand on en a. Et là, il a interviewé donc les deux traductrices du dernier roman qu'on a critiqué, dont il y a une émission également disponible, Le Dernier Ordre de Kwame Mbalia. Et les deux traductrices qui sont donc Lucille Gallio, évidemment, qui est aussi directrice de collection chez Pocket, et Lizzie, donc qui a traduit ce bouquin, mais pas que. C'est un roman qui a été traduit à quatre mains, comme ils aiment le dire. Il y a également, là, alors c'est une autre Lucille, c'est Eris de notre communauté Star Wars en direct, qui est dans notre Discord, mais j'ai plus son nom de famille, excuse-moi, Lucille Boutancois, voilà, Lucille Boutancois, il me fallait la note. Je suis terrible en nom, que ce soit prénom, nom. Tu vois. Je savais qu'elle s'appelait Lucille parce que justement, il y avait eu des confusions à l'époque sur le Discord. Je pensais que c'était elle, Lucille Gallio. Bref, les deux Lucille ont traduit ce magnifique roman. Et puis, c'est Sylvain qui se charge de l'interview. Très, 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 très bonne interview d'une petite heure, je pense. Donc voilà, allez voir ça. En littérature, on a notre critique du roman Star Wars The Last Order. Également The Crystal Crown, si ça vous intéresse aussi, un petit roman compagnon de la série The Acolyte. Donc, parce que rappelons que c'est ça. Au moins, en tout cas, à l'écoute, on avait 3 sorties en un mois. Donc, Crystal Crown, Last Order et Master of Evil. Donc, effectivement, ça a été un peu occupé. Pour nous, espérons que ça a été apprécié pour vous. Moi, je suis curieux d'avoir votre retour sur Le Dernier Ordre. Donc, si des gens ont apprécié, je suis curieux d'avoir votre avis. Très clivant aussi comme livre. Écoutez notre critique, vous allez le voir. Et on peut peut-être mentionner le fait que Noël approche à grands pas. Et si il vous reste encore, ou si vous avez besoin encore de quelques idées cadeaux Star Wars, il y a toujours notre émission des cadeaux Star Wars 2025. Si ça vous botte, quoi, avec pas mal de petites idées. Voilà, littérature, jeux vidéo. Très, très agréable chaque année. Puis bon, tant qu'à avoir montré mon exemplaire des Guerres de Lucas, on peut dire aux gens aussi qu'on a eu droit aussi à une entrevue avec les deux créateurs. Donc, allez écouter ça, c'est très intéressant. Donc, écoute, Jean, je te propose qu'on passe en hyperespace. On va rappeler rapidement, on va rappeler les abonnements YouTube, les partages et compagnie, les commentaires, entre autres, parce qu'on vous dit souvent, allez sur notre Discord, c'est là qu'il y a les meilleures discussions, mais on ne se le cachera pas pour ce qui est des algorithmes et tout ça, faire connaître le podcast à d'autres personnes, c'est sur des plateformes que ça se passe, donc les Facebook de ce monde et évidemment sur YouTube. Mais aussi, on le mentionne très rarement, fait que je vais en profiter cette fois-ci. Sur Spotify aussi, maintenant, on peut mettre des notes, on peut noter les émissions, on peut commenter aussi sur Spotify. Donc, je vous invite à commenter, à donner vos avis aussi sur Spotify. On va essayer de vous répondre dans les plus brefs délais, le cas échéant. Voilà, on passe en hyperespace, Jean? Allez, c'est parti. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour dans l'hyperespace, donc comme je disais, on est là pour parler de l'héritage de Kylo Ren, premier du nom, du côté de chez Panini, donc album qui vient de sortir, selon quand vous nous écouterez, mais bref, le 10 décembre.
C'est 1 sur 2, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est le premier volume de 2, parce que c'est une mini-série en 12 numéros. Donc, c'est pas si fréquent qu'on a droit à ce format-là, on va dire, chez Marvel. On l'avait déjà eu, par exemple, à l'époque de Kanan ou quelques séries comme ça en 12. Donc, voilà, c'est un premier album de 6 et les 6 autres suivront. On a même droit aussi à une mini-histoire là, qui vient du Free Comic Book Day 2025. Donc, justement, tant qu'à être lancé, continuons avec les specs. Je l'ai dit, numéro 1 à 6 avec le Free Comic Book Day, 144 pages. Ça se passe en plus 34, donc on est entre les derniers Jedi, donc épisode 8, et épisode 9, l'ascension de Skywalker. Au scénario, on est avec Charles Soule qui retrouve ses deux personnages fétiches, à savoir Vador et Kylo Ren. On y reviendra, là, mais c'est un peu la troisième fois qu'il revisite un peu ces personnages-là et ces lieux-là, tout ça. Au dessin, on a l'excellent Luke Ross, mais qui n'a pas toujours été parfaitement constant. Donc, on va voir si Luke Ross était en forme cette fois-ci. Et pour 2 numéros, je crois que c'est le 4 et le 5, Jean, ou le 3 et le 4, on a comme remplaçant Stefano Raffaele, ou Raffaele, qu'on a souvent eu dans du comic Star Wars. Donc, on va voir si ici ça fait la job, comme on dit. Aux couleurs Nolan Woodard, que vous allez voir tout à l'heure, mais qui, de mon point de vue, là, j'aimerais ça qu'on l'aille plus souvent. Couverture, c'est ça, Nolan Woodard, et aux couvertures d'Eric Chu, lui aussi. Personnellement, c'est pas un nom que je me souvenais, je sais pas toi, Jean, mais j'ai bien apprécié ses couvertures. Donc, Et au niveau du synopsis, c'est pas compliqué. L'ombre de Darth Vader plane sur la galaxie et Kylo Ren l'aperçoit plus que quiconque. Dans cette passionnante nouvelle série, l'obsession de Kylo pour son grand-père le mène sur le monde enflammé de Mustafar et dans les recoins les plus sombres du sanctuaire de Vador. Donc voilà. Je ne sais pas à quel point ça traduit. Je ne suis pas sûr que ça traduit très bien. Non, c'est très bien. Mais c'est pas grave. C'est ça qui est sur le site de Panini. Donc, tu disais, donc Panini sort en décembre, là, le 10 décembre. Il faut savoir que chez Marvel, il est sorti que le 7 octobre dernier, donc je ne sais pas, ça fait 2 mois de traduction, c'est très rapide, je crois que Panini a traduit le tome très très rapidement. Oui, effectivement, mais Panini est toujours quand même excessivement rapide. Les seules fois qu'on attend plus, c'est quand justement ils font des éditions spéciales, là, style magazine, ou par exemple avec la Haute République ou les Inquisiteurs avec Django Fett. En tout cas, quand ils font des soupes là, avec multi-séries, là, là, ça retarde les albums 100% comme ça. Mais quand il n'y en a pas, comme c'est le cas ici, si je ne me trompe pas, effectivement, c'est très rapide et c'est très apprécié. Ouais. D'ailleurs, tant qu'à chanter les louanges de Panini, autant les féliciter cette fois-ci d'avoir traduit le titre de la série. Donc, comme quoi, des fois, c'est incompréhensible pourquoi ils ne traduisent pas. Et cette fois-ci, Legacy est devenu l'héritage de Vador. Écoute, comme je suis le premier à chialer après Panini, donc à me plaindre de Panini quand ils ne traduisent pas les titres, cette fois-ci, je me suis dit, je vais le souligner. Et c'est drôle qu'ils aient, que ça soit la VO, la VO de toute façon à la base, qui ait titré ce comics focus sur Kylo Ren quand même. L'héritage de Vador, avec Vador en gros, parce que c'est techniquement, je ne sais pas ce que tu en penses toi Francis, mais un peu la suite spirituelle de l'ongoing Dark Vador 2020 qu'on avait, Dark Vador 2017. Pas 2020, je dirais plus celle-là de 2017. Non mais je veux dire, niveau éditorial, tu avais une série Star Wars, une série Afra, une série Vador. Là, la série Star Wars continue, la série Afra continue. Et puis, tu as la série Vador qui ne continue pas, mais tu as ça à la place, entre guillemets, avec le gros Vador. Il joue sur le côté bankable du nom Vador plutôt que Kylo Ren. Ça, Marvel ne peut pas s'en empêcher. Même Dr. Afra, tu te souviens, il ne pouvait pas s'empêcher de mettre Vador sur toutes les couvertures sans arrêt. Même ça fait vendre, ça fait vendre. Moi, je l'ai vraiment vu comme l'héritage de 2 autres séries de Charles Soule précédentes, donc celle de Vador de 2017, qui pour moi est dans les meilleures séries de comics là, du canon, tout simplement. Et ça, c'était une mini, donc c'était le seul numéro. C'était quoi, 4 ou 5? 4 numéros. Ça avait été une belle surprise de Charles Soule aussi. À l'époque, c'était Will Sliney, par contre, au dessin. Mais ouais, l'ascension de Kylo Ren, mais tu le vois encore là, il capitalise quand même sur Vador. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Il faut qu'il y ait Vader en fond, toujours, quoi. Mais c'était une très bonne série, ça, on en parlera un peu dans la critique. Mais Sly, les dessins étaient très bons. Le scénario, c'était alors là, vous le verrez, ça sera pas la même époque. Et tu l'as dit, en 8 et 9, Rise of Kylo Ren, qui était sorti pour accompagner Rise of Skywalker, le film, en 2019. Donc les premiers numéros étaient sortis fin 2019, début 2020. C'était pré-épisode 7. C'était un peu pour expliquer la jeunesse et le passage de Ben Solo à Kylo Ren. C'était très sympa comme mini-série. Ouais. Ouais, c'est ça, avec Luke comme professeur. Là. C'est ça. C'était très cool. Et ben là, cette fois-ci, c'est la prise de contrôle du premier ordre par Kylo Ren. Et comment dire, sa recherche de sens dans le contexte du moment. Bref, on va parcourir la galaxie, on va revisiter beaucoup là, donc des choses liées à Vador. On va en parler un peu plus en partie spoilers. Mais ben justement, avant de partir en partie spoilers, d'ailleurs, inquiétez-vous pas, on va vous mettre un avertissement comme toujours. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ta lecture de ces 6 premiers numéros de cette mini, je ne sais plus comment il faut l'appeler, maxi-série, mini-série, mais bref, moi j'ai 12 numéros. maxi, maxi, parce que 12 000 numéros, ça fait quand même une bonne année de publication, donc on appelle ça une maxi-série, je dirais. Mais t'as vu, tu m'apprends que c'était une maxi-série en 12, moi je pensais que c'était une ongoing, tu vois, en numéro indéfini. C'est ce que je croyais avant, et j'ai découvert récemment que non, en fait... mais tu me l'as appris, je supposé s'arrêter au 12. Ouais. C'est pour ça, parce que je me disais, c'est cool, ce que Marvel aussi a fait à la base en VO, mais de compiler un tome qui fait moins de 20 €, je crois, en français, je sais pas, pour 6 numéros, et le petit one-shot, bon, c'est 6-7 pages, mais quand même, tu vois, c'est du bon contenu, quand même, pour un prix relativement modeste. Ah, pour le prix, c'est excellent. Ouais. Voilà. Et tu auras peut-être remarqué que, ben c'est ça, il n'y a pas d'arc. Tu sais, quand c'est une série ongoing, justement, on a des arcs de 3, 4, des fois 5, 6 numéros, gros maximum. Là, c'est que le sous-titre, là, Règne de Kylo Ren, continue du numéro 1 au numéro 12. Ouais. Là, vous le verrez à la fin, en partie spoiler, à la fin du tome, il y a un petit cliffhanger, mais qui enchaîne directement sur le tome suivant. Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome de Kylo Ren. Alors déjà quand tu m'annonces dans l'équipe technique que ça sera Charles Soule au scénario, Charles Soule, on l'adore, on l'adore en particulier pour tout ce qu'il a fait pour la Haute République, Lumière des Jedi, l'épreuve des Jedi, ses comics à Haute République, on les a tous aimés, The Blade, Eye of the Storm, Shadow of Starlight. Haute République, plus trilogie originale, on a pas mal aimé ce qu'il a fait aussi. J'ai pas mal aimé, moi, sa série ongoing Star Wars, je crois que c'est ton cas aussi, Star Wars 2020. Donc il y avait des hauts et des bas, mais c'était quand même intéressant dans la majorité des arcs. Il y a juste peut-être Crimson Reign et Hidden Empire qui n'avaient pas été traduits, là, si je me rappelle bien en français. Je sais plus. Hidden Empire, l'Empire caché, non, c'était pas été traduit. Non, c'était resté Hidden Empire, Ouais, voilà. Bref, en tout cas, c'était des crossovers qui n'étaient pas très. Mais sur les crossovers, c'est pas pour défendre soit lui ou l'inverse, lui donner du mérite quand il n'y en a pas. Parce qu'au début, c'était très bien aussi de ce trip-là de Marvel, là, des crossovers qui durent 2 ans, là, de War of the Bounty Hunter. Fait que je sais pas, en fait, je sais pas à quel point il faut, tu sais, vu que c'est multiple, on s'entend, oui. Comment dire, chaque auteur de chaque série, par exemple, de Dr. Aphra, reste maître de ses histoires. Mais c'est ça à quel point aussi c'est Charles Soule qui avait la mainmise totale sur ce qu'il faisait avec, par exemple, Kira, ou à la fin, là, avec les droïdes, là, Dark Droid. Ouais, voilà, mais après, c'est lui qui c'est dur à dire là, dans ces événements-là, qu'est-ce qui est la responsabilité de qui. C'est comme quand tu as un film, tu vois, tu as le réal, alors en gros, c'est le premier nom qui vient, donc là, c'est l'auteur, donc évidemment, on pense à lui quand on n'apprécie pas une œuvre. On le dit aussi, hein, tu vois, on dit que son Rise of Kylo Ren ou son Dark Vador 2017, on l'adore, et bon, voilà. Quand on aime, on le dit, donc quand on n'aime pas, bon, on le dit aussi. Mais c'est pas grave, parce que à côté, tu le disais, War of the Bounty Hunter, c'était très très bien. Dark Droids, si tu le prenais à part comme ça, moi j'ai un bon souvenir de ce truc-là. Donc d'une manière générale, franchement, Charles Soule, il y a quasiment sans faute, quasiment. Oui, exactement. C'est lui qui, je ne sais pas si tu te souviens, ses toutes premières œuvres dans Star Wars, c'était Obi-Wan et Anakin, une histoire assez spéciale. Donc, un Anakin adolescent, une période qu'on n'a vraiment pas souvent eue. Pas souvent, c'est vrai. Ouais, et ça devenait steampunk un peu. Hein. Il se ramassait sur une planète où un peu isolée, où est-ce que la technologie avait évolué un peu différemment. Donc, il y avait des mech warriors. Et il y avait, par exemple, des dirigeables. En tout cas, c'est pour ça que j'en étais un peu dans le steampunk. Puis sinon, c'est lui qui avait fait le ongoing sur Poe Dameron,
qui avait Oui. commencé étrange, mais qui avait vraiment bien fini, là. Ouais. Moi, j'ai des très bons souvenirs de la série sur Poe Dameron. Mhm. Donc, non, vraiment, Charles Soule, là, j'espère qu'on va l'avoir encore longtemps Ouais. en comics. Puis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais. Comment dire, en termes d'attente, ben, c'est sûr que Charles Soule, qui revient avec une nouvelle série, accompagné par Mhm. Luc Ross, qu'on adore aussi comme dessinateur, Ouais. c'est sûr que les attentes étaient élevées, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Juste pour bondir ce que tu disais, moi, Poe Dameron, j'ai lu que le premier tome que j'ai beaucoup aimé. Il me reste encore, c'est 5 tomes au total. C'est une rare série du canon que j'ai pas encore terminé. Il va falloir Pour vrai, parce ben que écoute, je ça va en m'avance beaucoup. s'améliorant jusqu'à la fin. Ah ok, bah, j'ai hâte parce que c'est un personnage qu'on Euh, adore aussi. Obi-Wan Anakin, Obi-Wan Anakin en 2016 était très bon et son Lando était pas mal, hein, Lando de 2015, c'est par ça qu'il avait commencé Charles Soule. Parce qu'à la base, bon, il fait oui, des romans, mais c'est plus un euh, auteur comics à la base, hein, Charles c'était Soule. le casse du siècle, hein, je crois. Ouais. Ouais. Et moi, j'avais juste envie de revenir donc sur le Rise of Kylo Ren de 2019-2020, avec voilà le passage Ben Solo à Kylo Ren. C'était vraiment une super mini-série. Et, Mhm. et c'est une partie de l'histoire de Kylo Ren voilà, qui est encore floue, tu vois, le passé de Kylo Ren. On n'a pas encore tout l'éventail de tout ce qui s'est passé depuis sa naissance jusqu'au First Order. Et je me rappelle bien que le film Lego, le Halloween Special, là, le Terrifying Tales, ou je sais pas quoi, il avait repris un petit peu, alors c'est pas canon, hein, c'est du Lego Star Wars, mais il avait repris une partie de ce qu'avait fait Charles Soule dans le Rise of Kylo Ren pour en faire un petit épisode, enfin un petit épisode sur Kylo Ren et son passage encore une fois avec les Knights of Ren. C'est très très bien, quoi. C'est très intéressant en tout cas. Donc on aimerait bien avoir plus de contenu sur Kylo Ren à cette époque-là, ça serait intéressant. Bref. Il y a de la place. Il y a de la place, Oui, effectivement, carrément. pour plus de contenu. Pour rappel, on avait Snoke qui séduisait Kylo Ren, façon de parler, évidemment, là, mais bon, qui le charmait là, pour l'attirer du côté obscur. Ça. Il y avait la fameuse citation à Maxine. Tu parlais Oui, du déjà. roman de Claudia C'est vrai. Gray tout à l'heure, qu'elle a repris cette citation-là, une espèce de biodôme dans l'espace. C'est ça. Donc, non, c'était vraiment une belle petite surprise. Ouais. Moi, en fait, ce que je retiendrais, là, c'est une chose à dire pour Charles Soule, c'est qu'il nous fait apprécier des concepts et des personnages qu'on n'aime pas nécessairement avant ou qu'on ne pense pas qu'on va aimer. Je pense aux Inquisiteurs dans sa série de Vador de 2017. Moi, vraiment, je détestais le concept des Inquisiteurs dans la C'est vrai. série animée Rebels. C'est Pareil, Charles pareil. Soule qui me les a fait apprécier. Ouais, Même c'est chose, vrai. Kylo Ren, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça, là, personnellement. Mais Charles Soule réussit justement à me le faire apprécier. Donc, ouais, chapeau. Ouais. Chapeau. Et donc, tu disais, il y a Luc Ross au dessin. Alors oui, Luc Ross, on aime tout le temps le rappeler. Il a ses casseroles, il a son adaptation d'épisode 7, qui sont, les dessins sont ignobles. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'il a fait de moche dans Star Wars, parce qu'après, tout ce qui est Throne, Allegiance, War of the Bounty Hunter, on en parlait, Dark Droid, c'était lui aussi, il a fait du Yoda, du Jango Fett. Franchement, le Dark Maul de 2017. Tiens, justement, petite parenthèse, Dark Maul 2017 là, est ressorti en octobre dernier pour Halloween, justement, dans un tome chez Panini en français, compilé avec la série de 2014 Dark Horse, les deux séries de Maul, les deux mini-séries, ensemble, dans un tome pour 40 €. C'est Son of Dathomir, la série de 2014, Fils de Dathomir, et celle de Ross, donc j'ai plus sous-titres. L'autre, c'était Soif de sang. Soif de sang, voilà, qui était très très bien aussi. Donc si ça vous botte, ça s'appelle Dark Maul Cendre. Et donc voilà, c'est une espèce de couverture rouge. Ouais, ceux qui ne les auraient pas, effectivement, c'était deux bonnes séries, deux bons atomes. Pour Noël, c'est pas mal. D'ailleurs, ils ont fait la même chose avec Throne en novembre, où ils ont regroupé Throne, donc dessiné par Luc Ross, encore une fois, et le Throne Alliance, qui ont été pareil regroupés dans le même. Ça, par contre, il y en a juste un des deux qui était excellent, disons. Voilà, c'est ça. En Alliance, vous irez écouter notre émission si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Bon, bref, juste pour dire que Luc Ross, moi, j'aime quasiment tout ce qu'il a fait. Et je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais je pense que non, franchement, tu peux pas dire que Luc Ross n'a pas pondu des dessins, mais vraiment magnifiques sur ce Legacy of Vader. J'ai été bluffé par le Ross. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est un Luc Ross très en forme. Ouais, très en forme. Moins sombre, tu sais, certains lui reprochaient, par exemple, dans Tron, on était très sombre là, par moment. J'ai l'impression qu'il a peut-être fait un effort ici pour être justement moins dans le sombre, un peu plus dans la lumière. Évidemment, ça va avec les ambiances. Là. Par exemple, si on est sur Tatooine en plein soleil ou dans une grande salle d'un vaisseau du premier ordre éclairé au néon blanc. Là, bon. Mais non, effectivement, il y a quelques
comment dire, raccourci sur les visages, à quelques petits endroits, j'ai remarqué des choses, mais c'est qu'en plus, comme Luke Ross ne fait pas la totalité de l'album, fait Voilà, 4 ça joue numéros bien, sur ouais, 6, c'est ça. dans le fond, et je sais pas, là, il a dû être malade à un moment donné parce qu'il il part pour revenir au 6e numéro, je crois. C'est ça, En fait, exactement. les dessins de Stefano Raphael, ils nous font nous ennuyer de Luke Ross, dans le sens que, tu sais, si tout Ouais, l'album était de Raphael, je dirais quand même que c'est pas mauvais. ouais. Mais là, en fait, c'est que la comparaison avec Luke Ross est frappante, là. C'est pas du tout le même niveau. Ouais, écoute, tu me sors les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense qu'il n'y aura pas un gros débat aujourd'hui. Non, 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 mais non. Disons qu'il n'est pas mauvais, Raphaël. Raphaël, pour rappel, on l'a vu récemment dans le Dark Vador, Black, White and Red, le Dark Maul, Black, White and Red aussi, il avait fait le numéro 1, et Battle of Jakku, voilà, c'est là qu'on l'avait vu. Et comme tu dis, hein, il n'est pas mauvais, mais voilà, quand tu le compares au Ross, quand tu passes du Ross au Raphaël, un petit cran en dessous, même si c'est pas moche, et quand tu repasses à du Ross après sur le numéro 6, à la fin, t'es là pareil, tu dis ah oui, c'est quand même autre chose, sachant que Stefano Raffaele fait aussi le one-shot, l'héritage de Vanet, là, le FCBD 2025, qui ont eu. Alors, le FCBD 2025, c'est très très cool. C'est donc un numéro gratuit qu'ils avaient filé en mai 2025, donc pour le May the 4th, là, le 4 mai, et qui était gratuit, donc donné dans les comic books. Alors, en Amérique du Nord, c'est sûr. En France, je ne sais plus trop s'ils font encore le Free Comic Book Day, vous nous direz. Et donc, c'était un petit fascicule d'une trentaine de pages même, où tu avais, c'était 3 petites histoires sur les 3 ongoing du moment. Donc, tu avais Legacy of Vader, l'héritage de Vader. Tu avais la Star Wars, alors il y a un sous-titre, l'ère de la République, je crois que ça s'appelle, ou un truc République, je ne sais plus, il y a un truc comme ça. Celle de Star Wars, c'est Pastis Prologue, je ne sais pas en français. Puis Legacy of Vanet, on va en parler plus tard. Voilà, Legacy of Vanet. Et le troisième, c'est The Moon of Death. Voilà, c'était sur la série donc Jedi Knight, qui est aussi le l'ongoing du moment. Donc c'était très très cool. Tu avais 3 petites histoires. Et là, on le verra, ça sera sur Vanet, donc une espèce de préquel à l'aventure de Kylo Ren. Et donc qui a été publié en VO, dans le tome, le TPB-VO, elle est au tout début, alors que techniquement, le fascicule est sorti entre le numéro 3 et 4, mais chronologiquement, comme il se passe avant, il a été publié au début. Dites-nous, c'est pour le tome de Panini. Oui, ça n'a pas vraiment d'impact. Il n'y a pas de spoil là, ou de quoi que ce soit. Non. C'est juste que chronologiquement, ça se suit, quoi. Donc ça, c'est très très bien. Et donc, pour revenir à notre avis, pour parler plus... Alors, ça, c'est plus... Déjà, on m'a vendu l'équipe technique. Je dis, c'est bon. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Le personnage de Kylo Ren, alors contrairement à toi, moi je suis un gros fan, donc déjà des films de la postlogie, donc 7-8 notamment, et de Kylo Ren, pour moi c'est le personnage le plus intéressant de cette postlogie, même si voilà, elle est loin d'être parfaite, et encore une fois c'est pas un personnage qui a été bien développé comparé à ce qu'on a pu avoir dans les films précédents, mais c'est quand même un personnage avec Rey que j'aime beaucoup. Donc une ongoing sur lui, moi j'étais à fond client, même si j'aurais quand même préféré avoir plus une temporalité plus à la Rise of Kylo Ren, plus à pré-épisode 7. J'ai envie d'en savoir plus sur sa formation auprès de Luke, encore une fois, son passage au sein des Knights of Ren, comment il a pris le contrôle du groupe et tout. Plus que là, entre 8 et 9, alors c'est drôle parce qu'ils ont choisi entre 8 et 9, sachant qu'ils n'ont pas eu le choix, parce que hormis l'après-épisode 7, le post-épisode 9, il est plus là. Et entre 7 et 8, t'as pas d'ellipse, donc techniquement, t'es coincé entre 8 et 9, où là, t'as 1 an, je crois, qui se passe entre les 2 films. Ouais, environ, ouais. Voilà. Donc, très très client du personnage également. Je trouve que Soula a très bien fait de reprendre ce personnage-là à cette époque-là, et notamment faire revenir Vanet d'entre les morts. Très très cool. Alors Vanet, on va en parler un peu plus tard en partie spoiler, mais le fait de le faire un petit peu... c'est un peu le sidekick de Kylo Ren tout le long de l'aventure. Ouais. Ça me fait un peu fait penser à ce qu'avait fait Greg Pak avec Dark Vador 2020, mais en moins bien. Voilà, Charles Soule le fait beaucoup mieux. Quand il avait pris le personnage d'Ochi Bestoon et l'avait fait faire le sidekick de Vador, c'est vraiment... C'est sympa au début, mais plus t'avances, plus t'es naze. On peut peut-être en profiter, Jean, pour expliquer au public c'est qui Vanet. Tu veux le faire maintenant, du coup? De qui on parle, on l'a bel et bien... C'est vraiment un personnage des films qu'on a bien vu. Dans Rogue One, là, je montrais une image du film Rogue One. Donc, c'est un peu l'adjoint administratif, on va dire, de Vador. C'est son assistant personnel qu'on a eu dans plusieurs autres œuvres, dont les autres de Charles Soule. Donc, il y a d'ailleurs des petits flashbacks dans l'album d'aujourd'hui
sur des moments des autres séries comics et des moments des films, puis tout ça. Fait que, bref, c'est un personnage qu'on a souvent vu, mais qui n'est pas nommé. Évidemment, les gens qui ont juste vu les films. Bon, c'est pour ça que je le mentionne. Vous l'avez déjà vu dans Rogue One. Par exemple, c'est ça quand Krennic va visiter Vador là, dans sa forteresse. C'est juste une scène, ouais. La scène de Krennic, c'est le serviteur de Vador. Mais je t'en parlerai un peu plus tard de Van et en partie spoiler. Mais ouais. Donc très très cool. Et donc voilà, au final, juste pour conclure, gros oui pour ce premier tome. Moi je conseille vraiment aux fans du personnage d'y aller à fond, aux fans de la postologie aussi, ils vont pas être déçus. Donc ouais, très très intéressant comme lecture. Ben, excellent, écoute, t'en as déjà dit beaucoup, puis j'ai intervenu, là, donc qu'est-ce qui n'a pas été dit? On n'a pas parlé au-delà du changement de dessinateur, le reste de l'équipe est constante. Donc, même auteur, même couleur, que j'ai bien aimé quand même, les ambiances que ça donne. Je trouve c'est très bien réussi aussi par rapport au flashback et compagnie. Puis couverture, écoute, chapeau. En fait, ce que je trouve même presque triste ou dommage, c'est que je crois que celles qui ont choisi pour l'album, autant du côté de chez Panini qu'aux États-Unis, le TPB, pour moi, c'est presque la moins bonne. Donc, c'est dire à quel point je trouve, là, dans certains cas, je trouve que c'est magnifique. Je monte à l'écran une où est-ce que c'est la moitié Vador, moitié Kylo. Super. Celle-là, il était... C'est toujours des pauses, on ressent l'action et en tout cas, je vous invite, là, ceux qui nous écoutent à l'audio, je sais que c'est un moment moins intéressant, mais voilà, des très très belles couvertures de... Alors, on va se faire les couvertures. Alors, c'est Derrick Chew. Et justement, j'avais envie d'en parler vite fait, si tu me permets, Francis, je suis désolé. Mais c'était très intéressant ce que j'ai trouvé sur lui, parce que c'est pas un nom qu'on voit souvent dans les comics, et pourtant, il a illustré du Star Wars, il a illustré le jeu de cartes Star Wars Galaxies, The Trading Card Game, mais qui est un jeu de cartes, pas physique malheureusement, mais exclusivement online, donc c'est un jeu online, qui est sorti en 2008 avec plusieurs extensions par la suite, et qui s'y était en 2011, et c'était un jeu de cartes virtuel, compagnon du MMORPG Star Wars Galaxies. Je sais pas si ça dit quelque chose, ça. Ouais, ça remonte à un certain temps. Oui, voilà, qui a fermé en 2011 aussi. C'est 2003-2011, voilà, ce jeu. Et Derrick Chew, c'est un cover artiste et variant de cover artiste, surtout très très prolifique. Il a bossé chez tous les éditeurs DC Marvel, bien sûr, mais aussi IDW, Dynamite, Image, Boom, Titan, vraiment tous les éditeurs. Et il a un style vraiment magnifique. Voilà, comme toi, j'adore son style, j'adore ses covers. Si vous êtes un fan de Street Fighter, je vous conseille ces variantes publiées chez Udon, l'éditeur du comic Street Fighter. Elles sont magnifiques, mais tout ce qu'il fait, quoi. Et là, en plus de Legacy of Vader, il a bossé sur Boba Fett, Black, White and Red, Dark Vador 2020, et notamment, je ne sais pas si tu te rappelles de Dark Vador 2020, il y avait une couverture, il a fait qu'une couverture, c'est celle où Leia est en armure de Stormtrooper. Ok, ouais. Voilà, parce qu'il y avait un passage où Dark Vador avait des visions, je crois, je sais plus. Et il y avait notamment ça, et superbe avec cette espèce de voile de mariée, avec Dark Vador en fond, il aime bien ça aussi. Il a fait du Afra, du Jango Fett, mais seulement des variantes. Tu vois, il n'a jamais fait des couvertures régulières, sauf pour ce Legacy of Vader. Donc, excellent choix, espérons qu'ils vont s'en souvenir et l'utiliser plus fréquemment. Je n'ai pas vérifié là, si c'est lui qui continue pour les numéros 7 à 12. Mais bref, on vous reviendra là-dessus à la deuxième émission. Moi, il m'a fait penser au style de Ashley Withers, et je me rappelle que tu adorais Ashley Withers pour Dr. Afra. Les couvertures, de Dr. Afra 2016. 2016, ouais, tu disais souvent, ça c'est des couvertures que j'aimerais encadrer. Ben là, c'est un peu pareil, hein, c'est vraiment des couvertures que tu aimerais encadrer, quoi. Tout à fait. Sinon, c'est ça, le personnage, t'en as parlé un peu. Côté histoire, comment dire, je pense que certaines des critiques, moi, ça m'a pas déplu, mais certains, la quête de Kylo Ren, qui est tortueuse, qui fait des comment dire, des détours, ou par moments, j'ai l'impression que certaines personnes vont se dire, mais quel est l'intérêt de ça? Parce que c'est ça, il y en a qui préféreraient peut-être l'aspect premier ordre, prise de contrôle du premier ordre, tout ça. C'est présent, mais c'est léger quand même. C'est assez... c'est pas que c'est expédié rapidement, vu que ça s'étale sur tous les numéros, mais c'est ça. Le principal, le cœur de l'histoire, c'est Kylo Ren qui part en quête de son grand-père, c'est ça.
pour Ouais, est-ce que c'est l'inspirer, on va dire. ouais, spoiler d'aller plus dans les détails en me disant, ce qu'il veut vraiment faire? Non, on va peut-être attendre le spoiler pour ça, mais je sais que Loïc, par exemple, de notre équipe, pour le numéro, je crois que c'est 4 ou 5 ce qui se passe, il était complètement, outré, du fait de voir que Kylo Ren fait ce qu'il fait dans ce numéro-là et je le Mmh. comprends là en relisant. C'est vrai que ces numéros-là, ça commence très bien et ouais, sur les 2 derniers ou les 2 avant-derniers numéros, c'est bizarre ce qu'il fait, quoi. C'est vraiment, ouais, je sais pas, on en discutera, mais Sur Naboo, ça, c'est ça? sur Naboo, ouais, voilà, entre Mmh. autres, ouais. On en parlera en partie spoilers. Ben écoute, à ce moment-là, Jean, si je te demandais quelle note tu Ouais, donnerais à ce premier numéro? ouais. Ben, on avait mis, 18/20 pour l'assassination de Kylo Ren par le même auteur. Là, on sera un poil moins dithyrambique, encore une fois, à cause de ces histoires de scénar je sais pas, alambiquées, on va dire. Mais, c'était quand même une super relecture. Moi, je l'ai noté à 17/20, tu vois? Juste un petit point en dessous, de l'Ascension, quoi. Voilà. Écoute, quand je disais qu'on n'aurait pas de débat, je crois qu'on est exactement sur la même chose. J'avais donné Oh, un 18 à l'ascension de Kylo Ren et je comptais donner un 17 à c'est vrai. celui-là aujourd'hui. Voilà. On s'est même pas Non, consulté non, non, avant, donc jamais, jamais. c'est ça. Donc Ah mais ça ouais, ça va faire contraste. Les gens que les plus récents épisodes qui ont écouté, c'est ceux où on se chicane sur c'est ça. les Les aventures rues, là, de la Haute ouais. République là, que je Oui, voilà, déteste et que tu adores. Donc c'est voilà. ça. Ouais, ben là, encore une fois, hein, tu ajoutes à ça, bon, l'histoire, mais tu as voilà le dessin, les couvertures, le fait que ça soit, 6 numéros et demi à un prix raisonnable. C'est tout ce genre de petits trucs qui te fait quand même, dire que, c'est quand même pas mal, Que quoi. c'est de la qualité. On est en Ouais, présence de qualité. c'est Donc ça. voilà, on va mettre un petit avertissement spoilers pour aviser tous. Donc, de retour, Jean, si je te demandais de nous faire un Ouais. résumé de ce que Kylo Ren fait dans cette série-là, on peut y Yes. aller Bah, avec. On peut peut-être commencer par le mini là, de voilà, voyons, Free Comic Book Day, puis après ça, on c'est ça. attaquera l'histoire principale. Ouais, ouais, heureusement, j'ai eu peur que tu me dises, commence par le numéro 1 parce que j'avais justement fait un petit aparté sur Ouais. le Legacy of Vanné, donc l'héritage de Vanné qui est donc la partie Free Comic Book Day, donc qui est ici, comme son nom l'indique, là où on va explorer un petit peu le personnage de Vanné. Vanné qui a, donc, attends, je me suis perdu dans les notes là, direct ça commence. Ben, en fait, on est carrément quand il apprend la mort de l'empereur et de Vador. Ouais, voilà, c'est vrai. Oui, parce qu'en plus, ça, ce qui est cool, c'est que Vanet, alors est-ce que tu as vu ça en VO et est-ce qu'on l'aura en VF? C'est une question. Il y a aussi une page, explication de qui est, le personnage de Vanet. Genre une petite fiche de personnage. Je sais pas si tu as vu ça en VO? J'ai pas Tu as pas souvenir vu ça? d'avoir vu ça, non? Ah bon, OK. Bah, en tout cas, dans le TPB là que j'ai en VO, il y a un petit rappel et c'est très, très rare de voir un personnage comme ça avoir sa fiche. C'est même la première fois que je vois ça et c'est très, Mmh. très cool parce que, bah, moi personnellement, j'avais, perdu de vue le personnage de Vanet, même en étant fan, en ayant, tout lu, tout vu. J'avais complètement zappé que c'était un personnage des films et notamment de Rogue One. Moi, je pensais que c'était un personnage de la trilogie originale, tu sais? Dans le background, genre la Sly Moore ou quoi, mais non, non, Ouais, c'est souvent les Rogue gens One, confondent avec effectivement à un moment donné, dans le Retour du Jedi, on voit des conseillers de l'empereur hein, voilà, dans la exactement. salle avec lui. Donc souvent les gens pensent que Vané est dans ce groupe-là, Mmh. mais non. Non et Vanet, Vané, il est sur Mustafar, donc c'est ça. c'est le majordome du château de Mmh. Vador. C'est ça. Et exactement, tu parles du château de Vador et en fait, c'est un personnage qui est très, très, très souvent présent dans les comics de Cavan Scott du château de Vador, toutes les séries château de Vador, bah, il est C'est tout le vrai? temps là. Il est tout le temps là parce que ça se passe, là et puis c'est le côté un peu horrifique, tu sais, c'est une personne un petit peu creepy, tu vois? Donc ça Mhm. marche bien pour les comics de jeunesse d'horreur et juste petite mention, donc c'est dans le film, Rogue One, il est joué par Martin Coleman Gordon qui nous a quittés cette année, le 1er février 2025. Donc l'acteur de Vanet, hein, qui est mort à 97 ans quand même. Et il avait joué un tout petit rôle dans l'autre saga Lucasfilm, Indiana Jones. Il a un tout petit rôle dans la dernière croisade. Donc Ah oui? Indiana Jones 3. Voilà, juste histoire de pour On le salue son travail sur Rogue One, ce fut apprécié. voilà. Donc là, comment Vané réagit quand il apprend la mort de l'empereur et de Vador? Vanet. Alors Vanet, alors déjà, personnage donc, on le dit, c'est un ancien inspecteur impérial avec un background un peu mystérieux, on ne sait pas trop d'où il vient, quoi. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est rendu sur Mustafar pour enquêter sur les morts de Stormtroopers mystérieuses, tu vois? Et en fait, il a découvert que les Storm étaient morts en respirant une espèce de gaz toxique, provenant de la lave de Mustafar et lui aussi en a respiré, est devenu comme un petit peu fou, c'est vrai qu'il a une tête un petit peu de taré et il s'est offert
comme serviteur de Dark Vador dans son palais de Mustafar, quand il a vu que Vador allait s'installer là, qu'il a servi jusqu'à sa mort. Là, je vous fais un petit peu une biographie du personnage, hein, c'est pas vraiment dans le comics. Et donc, il a servi Vador jusqu'à la mort de Vador, post-épisode, enfin jusqu'à l'épisode 6. Depuis, on savait pas trop ce qu'il a été devenu de Vané. Et dans ce comics, donc, on a la réponse. Donc, on voit que, suite à la défaite de l'Empire à la fin de l'épisode 6, il va rester au service de Vador, il va attendre que Vador revienne, pensant que la mort de Vador n'est que rumeur et propagande rebelle, quoi. Donc il va rester au palais de Vador, sur Mustafar, à prendre soin de la forteresse, parce que c'est ce qu'il faisait avant, hein. Non seulement mais il se prenait soin de Vador quand Vador se pointait, Vador était dans son espèce de Bacta tank, donc lui il prenait soin et de Vador, et aussi, il le nourrissait aussi, on apprend ça. Et il prend soin de la forteresse, quoi. C'est un petit peu le majordome c'est le comment il s'appelle, le Alfred de Batman, quoi, en gros. Et il va attendre constamment, jusqu'à plus de 30 ans après l'épisode 6, il va attendre, il va regarder les Holo News, voir s'il n'y a pas des signes de Vador, et il va vieillir petit à petit, et puis au bout d'un moment, il va devenir tellement vieux qu'il va s'auto-greffer sa tête sur un corps cybernétique pour lui donner cet aspect ultra monstrueux d'une espèce de droïde boule énorme avec une espèce avec sa tête connectée à ça, tu vois, c'est très très spécial comme design. Et des années plus tard, donc encore une fois, il va continuer. Ça m'a rappelé, écoute, parce qu'en plus, vu qu'une partie de l'album se passe sur Tatooine, puis qu'on va avoir un hut, moi, ça me rappelait que, tu sais, dans le palais de Jabba, il y a des espèces d'araignées mécaniques avec des têtes dans des bulles, justement, là, d'une ancienne. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, là, c'est dans quelques comics. On les voit même dans le Retour du Jedi, mais très, très succinctement, là, mais. Donc, c'est exactement le même concept de tête dans une bulle de format, là, on va dire. Là. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas une petite araignée. Là, c'est, comme tu dis, une espèce de gros robot là, énorme, avec juste une petite tige puis une boule avec une tête dedans. Donc, il y a un petit côté très comics quand même dans le concept. Là. C'est vrai. Mais je voulais préciser que c'est pas du jamais vu dans Star Wars. Là. C'est carrément dans le Retour du Jedi, on en voit là, de ces fameuses petites araignées là. Ah, ok. Écoute, très bien. Moi, ça me fait penser à, si vous avez vu Wednesday saison 2, là, mercredi saison 2, il y a le personnage de Christopher Lloyd qui a un peu ce même genre de design, tu vois. Peut-être dans un bocal. Et donc, le pauvre Vané va attendre désespérément des rumeurs d'une possibilité d'un Vador encore vivant, et c'est là qu'il va apprendre l'existence de Kylo Ren, le descendant de son Lord adoré, et voilà comment finit ce one-shot. Hein, voilà. Donc, il apprend l'existence de Kylo Ren. Alors, pour dire que c'est comme 3-4 pages peut-être, là. C'est le concept, là, les Comic Book Day, c'est des petites histoires l'une à la suite de l'autre. C'est ça, c'est 6 pages, c'est ça. Et après, on entre dans le vif du sujet avec Kylo Ren. Donc, Kylo Ren, après la bataille de Crate, il retourne sur le finalizer, et montre à ses troupes le corps coupé en deux de Snoke, s'auto-proclamant nouveau suprême leader. Il se rend ensuite sur Mustafar, à la forteresse de Vador, pour en apprendre plus sur son grand-père, et c'est là qu'il va y rencontrer Vané, qui, on l'a dit, après avoir servi son grand-père, est accepté par Kylo pour le servir à son tour, et lui en apprendre plus sur Vador. Voilà. Donc les deux vont se rendre sur Tatooine. Kylo sait déjà que son père et son oncle proviennent de cette planète-là. Mais là, Vané va lui en dire plus, notamment sur Vador, son lien avec Tatooine, donc la course de pod de la Banta Eve notamment, le fait que sa mère et lui étaient des esclaves, ça va énerver un petit peu Kylo. Hein. Il ignorait ce détail, que c'est des esclaves. Pour lui, c'est une famille noble, tu vois. Mais non, ils ont été esclaves à un moment. Le fait qu'il ait rencontré son grand amour sur cette planète-là, sur Tatooine, que sa mère y est morte, enfin que la mère de Vador y est morte, qu'il a expérimenté le Dark Side pour la première fois en tuant les Tusken sur Tatooine. Bref, Tatooine, une planète vraiment importante pour Vador, évidemment. Tout ça, nous le savons, et c'est intéressant de voir justement Kylo. Ouais, pour lui, c'est la découverte là, de son passé caché. C'est ça. Il va ensuite se rendre au palais d'une hutte qui s'appelle Gardula, et qui est une des huttes qu'on voyait dans l'épisode 1. Là, on voit Jabba et entouré de un ou deux autres huttes. Et un d'entre eux, c'est justement cette hutte-là, Gardula. C'est une cousine éloignée, j'imagine, j'en sais rien. Enfin, c'est une autre hutte qui était la propriétaire en fait d'Anakin et de Shmi avant que Watto ne les récupère. Là, on apprend que Kylo Ren veut ça va être ça, son but avec Vané, ça va être comme effacer, alors découvrir un peu le passé de Vador, mais aussi effacer tout ce qui fait la légende de Vador pour se l'approprier, pour créer une nouvelle légende à son nom, en fait. Je ne sais pas si tu as compris ça, la même chose. Mais moi, j'ai compris ça. Oui, c'est un peu ça. Puis écoute, il va... D'ailleurs, moi, je salue, je ne sais pas si ça vient de Charles Soule ou du dessinateur,
Mais les bestioles là-dedans, entre autres, il y en a une qui manipule la force, qui lui prend son sabre à distance. Ah oui, oui. Comment dire, la forteresse est dans une espèce de tronc de vieille souche d'arbres. Ouais. En tout cas, c'est tout le concept. J'ai trouvé ça super, super, ces moments-là. Ouais. Puis effectivement, comme tu dis, évidemment, Vador a sa propre légende. Puis c'est ça, il va comprendre qu'il doit avoir la sienne aussi, il doit construire la sienne. Donc, ça va mener à la suite. Je vais te laisser continuer. Ouais, par exemple, quand il va voir la liste des vainqueurs, parce qu'apparemment tous les vainqueurs de la Bounty Hill, de la course de pod, l'épisode 1, a son nom inscrit sur une espèce de stèle, il va effacer le nom d'Anakin Skywalker de la stèle avec son sabre pour effacer le fait que Anakin était là. Bref. Pour Gardula, c'est pareil, hein, comme Gardula c'était l'ancien propriétaire d'Anakin, ce qu'il veut faire, c'est y aller et tout défoncer. Généralement, ça va être ça, hein, c'est Kylo qui veut tout défoncer. Et donc, il veut massacrer Gardula, et tu l'as dit, il se rend compte, il s'est justement pas rendu compte du fait que un des membres du crew de Gardula est force sensitive, et va lui récupérer le lightsaber, et Kylo va se faire assommer et fait prisonnier. C'est pas compliqué. Chaque fin de numéro de issue, on a un cliffhanger de ce type-là. Comme là, ça va être Kylo Ren enchaîné, là, tu sais. Donc, il y a ce petit côté-là de vraiment, à chaque fin, il y a un cliffhanger. C'est ça. Et donc, prisonnier Gardula, il va se faire torturer par elle. Ça va lui faire avoir des visions de son grand-père, de Dark Vador. Et à force, il va utiliser sa colère pour faire péter la prison où il est. Donc, il va exploser la prison. Il va réussir à s'échapper, à rejoindre le palais de Gardula, parce que la prison était un peu à l'écart. Il va y récupérer son sabre, et il va ordonner à Hux et au First Order de bombarder le palais carrément. Donc, il va défoncer Gardula tout son coup. Prochaine destination avec Vanné, ça sera donc Naboo. Vanné va faire visiter Naboo à Kylo. Donc, pareil, là, comme sur Tatooine, il va parler de l'histoire, des liens de la planète. Alors, avec Palpatine d'abord, puis avec ceux de Vador, évidemment, étant le lieu clé, hein, où il a trouvé l'amour, où il a perdu l'amour de sa vie, voilà. Et voilà. Et ils vont se rendre même à l'ancienne maison de campagne de Padmé, qu'on voit dans l'épisode 2, complètement laissée à l'abandon, là. Et ils vont rencontrer les locaux, et les locaux vont leur expliquer que c'est un peu un lieu maudit, tu vois, parce que dans cette baraque-là, il y a 50 ans, c'est ça, une reine vivait, donc c'est Padmé, qui est partie de la planète et qui est revenue morte. Donc là, c'est l'enterrement de Padmé, voilà, petite référence à ça. Et peu de temps après les funérailles de Padmé, Vador s'est pointé en mode Vador, et a complètement détruit la maison et tous ceux qui y demeuraient. Oui, ça, on avait ça dans la série de 2020, justement, je crois. D'accord, ok. Quand Vador retournait sur Naboo, là, puis il rencontrait toutes les anciennes servantes. Ah, effectivement, c'est vrai. Voilà. Donc Kylo va vite fait être confronté à des bandits qu'il va défoncer, et dans sa frenzy de tout défoncer, il va aussi buter les deux civils qui étaient venus lui donner des informations sur ce palais, quoi. Il est vraiment inarrêtable, le Kylo, là. Et peu après, voilà, avec le point qui a un peu frustré notre ami Loïc, il va s'autoproclamer à la planète entière, à tout Naboo, nouveau roi de Naboo. Voilà. Donc ça, c'est quand même un peu surprenant. Donc Kylo Ren et le premier roi vont envahir Naboo. Il va se faire passer. Il n'y a pas eu le mémo que c'était une monarchie élective. Tu sais. Ouais, voilà, non, il s'en fout. Je suis le descendant de la reine, donc maintenant, c'est moi le roi. Exactement. Oui, non, mais ça, j'ai trouvé ça adoré. J'ai adoré que le fait qu'on dit toujours, voilà, grand-père, c'est Vador, mais sa grand-mère, c'est Padmé, quoi. C'est quand même stylé, quoi. Je sais pas, le fait d'y penser, ça me... Et donc, là, Kylo va faire un truc ultra surprenant en plus, quoi. Non seulement il se déclare roi de Naboo, mais là, donc il va se faire passer pour un vigilanté, un rebelle de Naboo, et se battre contre le Premier Ordre. Donc il va lancer comme une rébellion, c'est lui qui est à l'origine de la rébellion avec les gens de Naboo. Ça va aller jusqu'à taper les Stormtroopers et ses propres troupes, quoi, en mode vigilanté, donc il est masqué, il est caché. Et donc ça va arriver à une impressionnante bataille en vaisseau dans les cieux de Naboo, là, où Kylo va faire en sorte de faire gagner la rébellion, pour au final tous les buter au sabre. Donc il va quand même buter la rébellion, il n'y a plus personne à la faire. Donc le Premier Ordre a perdu et la rébellion a perdu. Donc, je n'ai pas trop bien compris là où il voulait en venir. Non, je dirais pas ça. Écoute, puis après, tu me corriges si je suis dans l'erreur. La rébellion a quand même gagné. Donc, en fait, le but, c'était d'inspirer au peuple, de se tenir debout. Là. Donc, c'est ça, c'était un peuple qui se laissait dominer, même au point où le Premier Ordre débarquait et disait, il n'y a aucune résistance, qu'est-ce qu'on fait?
On est habitué de tuer des gens, il n'y a personne à tuer. Ouais, Mais vrai. au final, à la fin, oui, Kylo va tuer le petit groupe rapproché de, je sais pas, mettons une vingtaine de personnes qui l'ont vraiment fréquenté de proche. Puis c'est ça qu'en plus, que c'est après une réplique du genre on t'oubliera pas, tu sais, merci de nous avoir Oui, en ouvert plus, les ouais, yeux, on va se souvenir longtemps de toi. Fait qu'il dit non, il n'y en a pas question. Fait que là, il tue. Vraiment, c'est son petit groupe de rebelles proches, mais ça n'empêche pas que le peuple, lui, on peut quand même considérer qu'il s'est libéré par lui-même. Bon, là, après, on ne sait pas trop qu'est-ce que le Premier Ordre va faire avec Naboo. Là. Ça, par contre, c'est comme pas indiqué. Là. Mais ouais. Ouais, c'était intéressant ça de voir que voilà, Naboo, c'est une planète florissante à l'époque de la prélogie, que pendant l'Empire, voilà, elle était sous contrôle impérial, donc voilà, les gens ne pouvaient plus trop rien dire, mais qu'après, suite à la fin de l'Empire, Naboo a périclité. On voit ça dans quelques cas seulement, c'est très subtil, mais c'est une planète qui n'a pas regagné sa prestance d'antan. Ça, c'est une planète extrêmement portée sur les arts. Donc, sous le règne de l'Empire, les arts, c'était moins ça un peu la priorité. Ouais. Mais disons que suite à l'invasion impériale, elle n'a jamais redevenu celle qu'elle était avant. Quoi. C'est vraiment une planète triste, avec des gens un petit peu abattus. Tu vois, c'était intéressant. Ça. J'avais bien envie d'en savoir plus. Non, en parallèle, dans les choses que tu n'as pas mentionnées, puis évidemment que ce n'est pas un reproche, là, on ne peut pas tout dire, mais on peut peut-être dire qu'il y a tout un aspect de conquête de Corellia, mais qu'on ne voit pas. Oui, en fait, qu'on a juste en information, c'est Hux, le général Hux, qui fait des rapports à Kylo Ren, comment se déroule la prise de contrôle des chantiers navals de Corellia. Fait que c'est ça, on a plein d'informations comme ça. Bon, malheureusement, on ne le voit pas. Moi, j'aurais aimé ça voir Corellia. Là, mais... un petit peu, on voit, mais effectivement, pendant tout le tome, tu as Hux qui n'arrête pas de dire à Kylo Ren que suite à la perte de Starkiller Base et à la perte de la bataille de Crait aussi, ils n'ont plus de shipyard, d'usine à vaisseau, quoi. De chantier naval. Chantier naval, exactement, là. Et donc, c'est pour ça que Hux a pour projet, donc ça, apparemment, c'était un projet de Snoke déjà avant, d'envahir Corellia et de conquérir Corellia pour avoir son nouveau chantier naval. Et Kylo Ren s'en fout complètement jusqu'à la fin de Naboo, où là, il se dit, ouais, on a peut-être quand même besoin du chantier naval. Donc, ce qui est drôle, donc ça, c'est le dernier numéro. Donc, après Naboo, ils vont se pointer sur Corellia, donc une petite bataille sur Corellia qu'on va passer effectivement, mais qu'on a quand même. Hux, lui, est très content parce que c'est lui qui a un peu organisé le plan de bataille, tu vois. Et malheureusement pour lui, Kylo Ren va arriver dans la bataille avec son TIE Silencer, là, va foutre son plan en l'air complètement, mais va quand même faire gagner le First Order et va quand même conquérir Corellia. Et Kylo Ren va être considéré par toutes ses troupes comme le héros qui a gagné la bataille de Corellia. Et Hux est ultra frustré. Enfin, c'est lui qui a tout organisé, tu vois. Pour lui. Ouais, puis devant tout le monde, en plus, il le remet à sa place. Là. Donc, en plus, dans un hangar à vaisseau, c'est plein de soldats du Premier Ordre. Ouais. Il s'est fait installer un trône immense, carrément dans le hangar. Et c'est ça, il va remettre Hux à sa place en termes ben c'est ça, accepte ton rôle maintenant, tu sais, c'est ça, là, accepte-les. Mais tout le long, c'est ça, on a un Hux qui... C'est comme s'il avait voulu préparer un petit peu la mini-rébellion de Hux dans l'épisode 9. Hein, pour souvenir, Hux va trahir le Premier Ordre dans le 9. C'est exactement ça. Moi, je trouve que ça permet de construire... de construire le personnage de continuer à construire le personnage de Hux et justement d'expliquer pourquoi il se retournera contre lui dans l'épisode 9. Quoi. Bon, même si ça, je disais aussi que la prise de contrôle est pendant tous les 6 numéros, hein, parce que c'est ça, c'est dès le départ, il est question de est-ce que mon trône est fini de fabriquer, blablabla, et jusqu'à la fin, où est-ce que là, effectivement, il va être comment dire, salué par ses troupes, parce que c'est comme si c'était lui qui avait fait gagner la bataille, parce que ça allait pas si bien que ça, là, la bataille organisée par Hux. Et je ne sais pas si tu as remarqué aussi, c'est juste, on le voit très brièvement au début, je pense que c'est dans le premier numéro, mais justement dans le même hangar, avec toutes ses troupes, les gens ne savent même pas encore que Snoke est mort, ou en tout cas, c'est pas clair. Et il va carrément jeter par-dessus bord, là, faire voler dans les airs les 2 morceaux du cadavre de Snoke pour les balancer dans l'espace. T'as les Stormtroopers qui se regardent, on leur dit « OK, qu'est-ce qui se passe? » C'était intéressant de savoir ce qu'il a fait du corps de Snoke, c'était vachement intéressant. Et le fait il a toujours pas avoué que c'est lui qui a tué Snoke, et il blâme toujours Rey en étant la fille de la rébellion qui a tué Snoke, tu vois. Et donc, il y a mais tu sais, vu comment il traite le cadavre, il y a un petit côté...
Mais ça fit avec le premier ordre, là, tu sais. Ah oui, oui, oui. Et on l'a pas dit, le tome finit sur, en fait, Vanet qui va contacter encore une fois, Kylo Ren et qui va lui dire que, ben, sur une planète de la Mid-Rim, de la bordure, médiane quoi, Yann? Vanet, a trouvé un Jedi là-bas. Donc Kylo va tomber dessus dans la cantina locale d'un petit village de cette planète-là. Et c'est sur ce cliffhanger-là que se termine ce tome, tu vois. Ouais. Le face-à-face entre Kylo Ren et cette Jedi, une espèce de vieille Jedi de la race des, alors là, des Félines. Des Félines, voilà. Des Télines. Des T-Line, Voilà. T-Line. Donc, ceux qu'on avait, ben, écoute, on a parlé de Crystal Crown tout à l'heure. Donc, la race de la petite Jedi, là. Exactement. De Daphne Keane. Ouais, de Daphne Keane, là. Je me souviens plus le nom du personnage. Planète qui fait Kijimi aussi. Hein. Donc, moi, sur le moment, j'ai cru qu'on était sur Kijimi. Donc, planète enneigée, un peu forêt, montagne, tout ça. Ouais. Ah ouais. Kijimi, ouais, ça fait plus forteresse tibétaine dans un monastère en haut d'une montagne. Là, ça faisait plus village Shirakawago, si vous connaissez au Japon, tes villages enneigés dans la plaine. C'est plus en fond de vallée, là. Voilà. Et pareil, la couverture du dernier numéro, justement, c'est Kylo Ren dans la neige, quoi, avec son sabre qui touche la neige. C'est magnifique, quoi. Ouais. Quel coup! Oui, détail, par contre, tu vois, je ne sais pas si tu as remarqué, sur les couvertures, ils lui ont toujours, ou presque toujours, mis son masque. Vrai. Que dans l'album, c'est le moment où il n'y en a pas de masque, puis il ne l'a pas encore fait reforger. On voit ça dans l'épisode 9. Effectivement, c'est jamais. C'est du marketing, là, mais bon. Ouais. Non, c'est vrai, complètement. Et alors, bon, encore une fois, on focus sur les couvertures plus que l'intérieur. On en parlera vite fait de l'intérieur, là, on a 3 minutes. Mais les couvertures, si tu fais attention aux détails, il y a énormément d'effets de particules. Genre la neige, par exemple, dans la 5, même la 1, t'as une espèce de particules de flammes tout autour. Et son sabre aussi, le sabre est ultra bien fait, il est souvent allumé, et il est bien. Alors là, de loin, on le voit pas, mais tu zoomes un peu, et tu vois les effets, le fait qu'il est craquelé, quoi, qu'il n'est pas encore tout à fait fini, quoi. Là, pareil, quand la couverture où séparait Vador, Kylo, t'as même le sabre qui fait la continuité, là, en bas. C'est un détail à la con, mais c'est génial. Je trouve ça génial. C'est super. Ouais, puis c'est carrément un commentaire de la vieille dame, la vieille Jedi qu'il va rencontrer dans ce petit village-là. Elle va lui dire: oh, tu t'es trouvé un cristal brisé, là, ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça. Ben, écoute, excellent. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran, là, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube? On voit le fameux design de Vanet, là. Donc, c'est ça, un gros droïde qui transporte une petite boule en verre. Là. C'est ça. Est-ce qu'il y a des éléments que tu voulais aborder? Déjà, alors, Vanet, alors ça, c'est un peu un hors-sujet, je suis désolé de le mentionner, mais j'avais envie de le mentionner. Vanet, j'ai toujours cru, alors pendant les 2-3 premiers numéros où je lisais ça en fascicule, vu que ça s'écrit Vanet avec le « et » en fin, l'accent aigu, sur le dernier « e », moi je pensais que c'était vraiment une ancienne, je pensais déjà que c'était comme c'est une personne âgée, j'avais un peu de la misère de voir que c'était un mec, et je pensais que c'était une nana et que c'est une ancienne handmaiden de Padmé. Parce qu'on sait que Vador s'est allié à plusieurs handmaiden, on l'a vu dans la série de 2021. C'est super cool d'avoir fait une vieille handmaiden qui s'est trouvé un corps droïde qui a survécu comme ça et qui devient le LED de Kylo Ren, donc le petit-fils de Vador. Je trouve ça génial, jusqu'à m'apercevoir que Vanet, c'était un personnage qui avait rien à voir avec les handmaiden. Ouais, non, c'est ça. Donc bon. Bref, donc non, très très cool. J'ai redécouvert ce personnage qui me plaît énormément. Alors déjà, rien que son design, moi, ça me fait super kiffer, quoi. Mais ouais, c'est vraiment une super idée. Et je trouve que, contrairement à Ochi de Bestoun, tu vois, qui lui n'est pas aussi fou dans son design, mais complètement ridicule dans sa personnalité, là, c'est un personnage quand même relativement sérieux. Il y a même un passage sur la fin où il va se friter avec... Kylo va s'énerver contre lui et il va limite le buter. Et Vanet va teaser un petit peu ce qui va se passer dans les tomes suivants, mais en disant qu'il y a un pouvoir secret dans la forteresse de Vador que seul lui peut accéder. Donc, il ne faut pas qu'il le tue, sinon il n'aura jamais ce pouvoir-là, Kylo. Bref, une relation Kylo-Vanet qui m'a beaucoup intéressé, en fait. Ouais. Ah ouais, vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, ça, c'est bien construit. Puis, même chose, Hux et Kylo Ren, c'est bien équilibré aussi. On ne tombe pas dans le caricatural. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait... c'est ça. C'est un choix là, de focusser sur, mettons, sur la quête un peu plus spirituelle de Kylo Ren. Mais du côté premier ordre, il y aurait eu plein de choses à raconter aussi. Là. Justement, est-ce que Hux va fomenter un genre de putsch contre Kylo?
qu'est-ce qui arrive? Parce que là, on a juste Ox, encore une fois, ici, ou est-ce que, tu sais, dans l'épisode 9, sont toute une batterie d'autres personnes qu'on n'avait jamais vues C'est avant, vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup dont, de je ne me souviens plus son nom, là, haut mais le grade. principal, Ah, Pride, ouais, Pride qui vient Pride. après. Ouais. Et lui, il est sur Exegol, lui, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pendant l'épisode 9 qui est envoyé sur Exegol. Ah, ok, d'accord. Okay. Et bref, tout pour dire que c'est une période où on avait eu quelques récits du côté de la Résistance, mais très peu du côté du Premier Ordre. Fait que c'est ça. Je suis d'accord avec toi que le positionnement était quand même intéressant, même si, en partant, c'est sûr qu'avec un récit à cette période-là, avec ce personnage-là, ben, tu viens de te barrer. Il y a des gens qui ne seront pas intéressés. Il y a des gens qui ont détesté la postologie. On l'entend souvent, donc fait il y a un petit côté dommage parce que dans un sens, ici, on revisite beaucoup le passé. Fait que, bon. Ah oui. Comme Greg Pak le faisait dans la série 2020, mais à vitam nauseam presque. Là, les flashbacks sont super intéressants. Parce que souvent, c'est pas que des flashbacks, tu as aussi des visions, mais tu as des petits rappels. Ça se mélange. Voilà, des œuvres de Soul, par exemple. Là, dans le Legacy of Vanné, tu as des petits flashbacks. Voilà, tu vois un petit peu comment t'appelles ça? Le casse, le heist des Night of Rain qu'on avait vu dans Crimson Reign de Charles Soule aussi, où on voyait les Chevaliers de Rennes essayer, je sais plus ce qu'ils essayaient de voler, une clé pour Kira, je crois, pour la ferme attaquage. Voilà, c'était pour la ferme attaquage. C'était pas très très passionnant, mais on voyait subvertissement, on voyait Vanné dans ce flashback. Plus tard, dans la fin de tome, tu vois aussi le fameux flashback, enfin c'est un flashback de Vador versus le Jedi de la série Dark Lord of the Sith de Charles Soule. Je sais pas si tu t'en rappelles. Attends, j'ai trouvé de la page. Je ne me souviens pas celle-là. Ouais. T'as un petit rappel de ça aussi. Du tout début, là, donc le premier qui affronte. Là. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, celui qui fait le vœu de Barash. Là. Voilà, exactement. Et qui met toute une raclée à Vador au départ. Et Vador revient plus tard parce que dans le fond, Vador se rend compte que sa première version d'armure est vraiment pourrie pour se battre, entre autres. Donc, ouais. Donc, tu as des passages, là tu vois leur 66 avec Anakin, tu as des passages sur Tatooine avec le passage en Pod Racer, tu as le passage sur Watto. Alors, c'est marrant parce que tu as justement une petite mention de Watto en disant Watto, c'était le dernier propriétaire d'Anakin et Shmi, et Kylo n'attend jamais, parce que Vanné connaît toute l'histoire. En fait, Vanné a réussi à hacker les données suite à la mort de l'empereur Vador à leurs terminaux, donc il connaît toute l'histoire. C'est pratique là aussi, c'est un peu facile scénaristiquement, mais il connaît toute l'histoire que nous on connaît de Vador, de Palpatine et tout, quoi. Et c'est lui qui va raconter les détails à Vador et à Kylo Ren, pardon. Et quand il va commencer à parler de Watto, Kylo va dire donc comme c'était l'ancien propriétaire d'Anakin, Vador a dû venir et le buter. Et je dis très très cool ça de savoir que Watto se fait buter par Vador. Tu tournes la page et il te dit non, Watto n'a pas été buté par Vador, donc on ne sait pas ce qui est devenu de Watto, je ne sais pas du tout. Mais Watto n'a pas buté Vador, ça m'a un peu déçu sur le coup. Moi, j'aurais adoré que. Bah oui, c'est logique, quoi, en tant qu'ancien propriétaire de. Ouais, mais en fait, il a déjà fait le ménage sur Tatooine quand il retourne dans Revanche des Sith. Et il ne tue pas Watto à ce moment-là. Hein, il le recroise version Watto personne âgée, on va dire. Hein. Il ne tue pas à ce moment-là, donc je vois pas nécessairement de besoin de Vador de retourner une xème fois sur Tatooine. Un autre truc qui a dû te faire tilter, c'est le fait que dans l'épisode 8, Luke, il va te dire lors de son dernier affrontement contre Kylo que strike me et I'll be with you forever, quelque chose là, je serai toujours avec toi. Bref, voilà. Et on n'a pas vraiment ça dans l'épisode 9, bizarrement, comment c'est écrit. Mais là, il y en a un petit peu. Il y a quelques pages où tu vois justement Kylo Ren avoir des visions de son oncle, de sa mère, de son père. Et je trouve ça intéressant, parce que non seulement c'est intéressant au niveau de la psychologie du personnage, mais aussi, vu comment Luke Ross découpe ses pages, je trouve ça super. C'est exactement ce que j'allais dire. Comment c'est présenté, moi, je trouve ça parfait. Je trouve ça super. Il va penser à Rey, il va penser à Luke. Et on n'en a qu'une ou deux fois, c'est pas assez à mon goût, mais je trouve ça quand même intéressant. De manière générale, Luke Ross, tu verras, dans toutes les pages pleines qu'il fait, alors c'est pas souvent des pages pleines, c'est des pages pleines avec des petites cases un petit peu partout, et il fait ça très très souvent, et c'est juste magnifique, quoi. Tu parlais du coloriste réflexion aussi, des fois vous reprochez à certains d'avoir des fonds vides
hein, C'est vrai. derrière le personnage. Ici, on n'en a pratiquement jamais. Les seuls Pratiquement. que j'ai repérés, c'est essentiellement parce que c'est le ciel. Donc, Ça, ouais. c'est presque Ça les ou seuls le moments où on va avoir un fond vide. C'est ça. Ou dans le vaisseau du premier ordre aussi, où c'est des fonds blancs ou gris, où là, parfois, c'est vrai qu'il y a des fonds vides un petit peu. J'en ai repéré 2-3, ouais, c'est vrai. Mais c'est pas flagrant, là, quand tu vois les pages comme ça, tu vois? Et tu Mm. mentionnais, il faut que je retrouve cette page qui est magnifique. Je sais qu'on a dépassé le temps, là, mais le fameux palais de la Hutt. Là, tu as encore des visions. C'est pareil, tu as des visions de Kylo jeune. Ça, c'est trop mimi, quoi, de voir que, contrairement à Mhm. Vador, qui a vécu dans la pauvreté et l'esclavagisme, là, il a vécu dans le bonheur et une famille Ouais. ultra bienveillante et tout. Tu dis: «Putain, c'est complètement con que qui ah là là, il avait tout le potentiel pour devenir, la prochaine génération de Jedi», mais c'est tellement triste et voilà. Tac, tac, tac. Là, je te montre vite fait, voilà, le palais de Ouais, je la sais pas s'il faut appeler ça palais, là, mais ouais, ouais, effectivement, le siège là, de la hotte. Là. Mm. qui avait un petit effet Miyazaki là, alors, je sais pas d'où ils tirent leur liane, arbre, à travers le sable, mais on s'en fout. C'est un putain de design, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Ouais, ben j'ai une vague, écoute, c'est loin dans ma mémoire, mais il me semble que c'est ça, Tatooine n'a pas toujours été un désert de sable. Là. Il y a Ouais, justement les deux races de Tatooine, les Jawa puis Tusken, les Toscanes, c'est ça, datent d'une époque où Tatooine n'était pas du tout c'est vrai. ce genre-là. Puis tu montes à l'écran l'espèce de créature Oui, force, qui va c'est un petit prendre son sable là, avec la force. Je trouve le concept très original. Je sais pas si c'est une nouvelle race ou on avait nouvelle déjà race. vu. Nouvelle race et pas nommée, donc on n'a pas encore de nom pour cette race-là, c'est original. J'ai trouvé ça très original. Écoute, fait que Et moi, la Hutt, c'est la ça. Hutt C'est qui vraiment est là, le vraiment peu que je reprocherais à cet album-là. Pourquoi je n'y mets pas la note parfaite? C'est le changement de dessinateur. C'est ça, les deux numéros par ouais, Stefano. Là. ouais, ouais. C'est pas le même niveau, clairement. Ah Entre non, autres, au niveau des complètement. visages, il y a souvent du raccourci. Là, tu sais, quelques visages, tu te dis, OK, ça c'est complètement raté. Ouais. Sinon, puis c'est ça, côté scénario, ben effectivement, comment dire, je trouve que les fameux détours dont je parlais tout à l'heure sont surtout celui sur Naboo, là, puis là, il va décider de créer une rébellion sur Naboo, puis tout ça, c'est sympathique, mais en rien essentiel ou je sais Ouais, pas. Là, c'est vrai. j'ai du mal à saisir l'intérêt là, Mmh. profond du personnage pour perdre, par exemple, parce qu'on comprend que ça prend plus qu'une journée. Là, ça lui prend des jours et des jours et des jours, peut-être des semaines à créer ça. Mmh mh. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être d'autres choses à foutre de plus important à ce moment-là. Mais j'ai quand même bien aimé tous les passages sur Naboo, là, côté, comme tu dis, on voit des espèces de flashbacks d'évolution de Naboo dans le temps. On Ouais, revoit des lieux qu'on avait dans les films où, c'est ça. écoute, ce que tu montres à l'écran, c'est carrément un lieu que j'ai visité il y a un an Oui. environ, donc la place d'Espagne à Séville. Mmh mh. Puis je crois qu'on voit peut-être des lieux aussi tu sais, justement, là, moi, je me suis promené dans cet édifice-là à l'arrière avec le drapeau impérial. Mais bref, je crois qu'on voit peut-être des lieux de scènes supprimées aussi. Tu sais, de l'épisode 2, là, tous les moments d'Anakin avec Oui. Amidala sur Naboo. Je crois qu'on revisite là, peut-être justement quelques endroits comme ça. Ouais. Bref, écoute, les gens, je pense, auront compris qu'on a adoré tous les deux, ce qui est quand Oui. même pas si fréquent ces temps-ci, qu'on soit aussi Ouais, ouais, c'est alignés. rare, ça fait plaisir de temps en temps, un petit push comme ça. Là, on voit c'est Raphaël, là, que je vous montre depuis un moment et voilà, pour dire que c'est pas dégueulasse non plus ce qu'il fait. Il y a juste Ouais. un petit cran en dessous, quoi, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, regarde, ce que tu montres, là, le visage de Kylo, tout ça, moi, je trouve ça super beau. Là. Tu sais, ouais, c'est pour ça que je disais, c'est juste que c'est la comparaison avec le Cross qui nous fait. ça. Par exemple, le visage des deux citoyens, on va Ouais, dire, là, de Naboo, là, je les trouve c'est sur moyen, ouais. plusieurs pages. Là, plus tard, on les voit, comment dire, Kylo les étouffe à distance avec la force. Hein. Ouais, C'est ça. C'est des choses comme ça que j'ai moins aimées. ouais, ouais, pareil. Mais, tu sais, si c'était tout un album de ce style-là, je peux pas dire que je détesterais non plus. Là, tu sais, Mmh mh. puis au niveau couleur, on reste dans les mêmes ambiances exactement, vu qu'on reste avec le même dessinateur. Fait que c'est quand même, c'est ça, c'est pas atroce comme certains autres changements de dessinateur qu'on a des fois, là, que c'est C'est vrai, tellement éloigné ouais, un de l'autre que ça fait aucun sens. Ouais. c'est vrai. Donc, ben voilà. Écoute, venez nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier album de cette série Legacy of Vador. Comme je disais, c'est une mini en 12.
Donc, il va y avoir un deuxième album, probablement. J'ai l'impression que ça va aller peut-être fin du printemps, quelque chose comme ça. Peut-être les sorties de mai ou juin, quelque part comme ça. Parce que là, Donc, en VO, on en est au 10, 11. Donc, on n'a plus qu'un numéro janvier, et puis la série est terminée début janvier, donc en VO. C'est ça, fait que j'ai l'impression qu'on va l'avoir relativement vite. Donc, venez nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas les pouces, les partages, comme on disait tout à l'heure. C'est très important pour les fameux algorithmes. Et venez en discuter aussi si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez notre Discord. Moi, personnellement, Discord, à une autre époque, ça me sonnait très les gamers sur Twitch et tout ça. Là, mais il y a des Discords pour tout maintenant. Là, donc, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Et si c'est le jeu vidéo qui nous intéresse, il y a un salon que pour ça dans notre Discord. Mais bref, il y a un salon pour la littérature et ça donne lieu à toutes sortes de discussions très intéressantes. Il y en a une aussi sur, vous nous entendez parler tout à l'heure de graphisme, d'artistes visuels. Ben, on a un salon que pour ça, puis les gens viennent déposer leurs propres œuvres là-dessus. Fait que bref, venez nous voir sur notre Discord. Je partage aussi les autres réseaux là, sur X, Instagram, Blue Sky, Facebook, Thread. Est-ce que j'en oublie? Je crois que non. Donc voilà, c'est sur ces critiques, somme toute excellentes aujourd'hui, qu'on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Et Jean, qu'est-ce qu'on a au programme comme prochaines émissions? Eh bien, on le mentionnait déjà, le Master of Evil, notre review du dernier roman de l'année. Voilà, focus évidemment sur Dark Vador, vu la couverture. Et en comics, nous aurons oui, la critique de Bad Batch Ghost Agent, c'est ça le sous-titre? Agent fantôme, voilà. Histoire de l'hyperespace, voilà, c'est Hyperspace Stories. Ouais, c'est ça, là. Comment dire, Panini, mais pas le sous-titre, on va dire, de la mini-série sur la couverture. Je pense que ça va peut-être semer de la confusion quand va arriver le deuxième. Parce qu'il y a une deuxième mini-série sur la Bad Batch qui commence en anglais. Donc, ça va peut-être créer une petite confusion quand on va voir les deux albums, là, pas de titre, mais bon. Et est-ce qu'on peut l'annoncer là maintenant, mais avec l'héritage de Vador, donc on célèbre un petit peu les 10 ans de la sortie du premier film de la trilogie, donc l'épisode 7, qui est sorti il y a exactement 10 ans, là, le 17-18 décembre, tu vois. Et donc on avait pensé avec l'équipe faire une petite émission les 10 ans, pour fêter les 10 ans de l'épisode 7. Donc il y aura sûrement ça de prévu en mode Star Wars en direct régulier, je pense. Voilà. Oui, exactement. C'est en cours de mise en place, de préparation. Là. Donc, c'est certain que ça va venir après les fêtes, mais bon, ça risque de venir. Et on l'a pas mentionné, dernier point, publicité, allez faire un tour sur la boutique de Star Wars en direct. Il y a des super designs, que ce soit pour la mode vestimentaire ou pour toutes sortes d'autres accessoires de toutes sortes, des coussins, des choses comme ça. Moi, je trouve que le design de la célébration au Japon là, qu'on voyait à l'écran ferait un parfait coussin pour mettre sur votre divan, là, ou, tu sais, vu que c'est un carré, là, un grand carré, là, ça serait magnifique comme comment on dit ça, là, une thé à coussin, là, mais bref. L'oreiller. On mettre un petit coussin dedans. Voilà, donc, il me reste à vous dire, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.